Alors, Pierre Blaireau-Niémec, on va avec vous revenir sur un aspect évoqué par le professeur qui est lié à la question du pétrole au Cameroun. Véritablement, on a l'impression que c'est un véritable serpent de mer. Il a évoqué les deux régimes. C'est vrai que cette question-là semble être un mystère d'État. Personne ne sait véritablement comment le pétrole est géré au Cameroun. Est-ce que c'est pas cette opacité-là qui amène les Camerounais à être réfractaires à toute forme de hausse? À partir du moment où personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur, pourquoi c'est à nous de payer la facture quand il y a des soucis? Bon, le professeur Bokanye n'est pas sans savoir que le président Amadou Ahidjo avait volontairement décidé de ne pas budgétiser le pétrole camerounais. Il avait donné à cet agent une orientation particulière. Il avait pensé, et le président Ahidjo, je crois qu'il avait de bons conseillers. Je ne lui dénie pas toute intelligence, mais il avait de bons conseillers. Oui. Il avait pensé que les organismes internationaux voulaient avoir l'œil sur toutes nos ressources afin de nous mettre en coupe réglée. Il avait donc voulu que cet aspect échappât à ces organismes et cet argent a été bien évidemment thésaurisé. Oui. Très souvent, le régime actuel, avec ses démembrements, en ont fait un certain nombre de choses. Pour précision, on va dire à ceux qui nous regardent, qui n'ont pas l'esprit de l'être comme vous, que la thésaurisation, c'est garder par devers soi certaines sommes d'argent. Non, ça c'est en semaine que je parle comme ça. Dimanche, on doit être capable d'aller vérifier dans un dictionnaire. Donc, le régime actuel, et vous savez quel était le bras séculier du régime Ahidjo? C'était Biya Paul. C'est Paul Biya qui était l'homme de main d'Ahidjo. Oui. Il faut le savoir. Il ne faut pas raconter une histoire qui n'est pas vraie. Et c'est Paul Biya qui avait commencé à indiquer à Ahidjo qu'un certain nombre de ses collaborateurs développaient déjà de mauvais réflexes. Oui. Paul Biya étant de l'appareil avait vu cela. Il avait suggéré dans un discours d'Ahidjo, avant que lui-même ne le dise, ça les historiens le savent, les deux notions de rigueur et de moralisation. Ahidjo les avait prononcées. Et donc ceux qui croient aujourd'hui que la grande corruption a commencé avec Biya se trompent. Sauf que les gars, ils étaient encore plus fins et ils étaient moins nombreux. Oui. Le passage, et j'aime à le rappeler, d'Ahidjo à Biya n'a pas été favorisé par Ahidjo. C'est Ahidjo qui nous a mis dans ce pétrin. Et ça, je le dis. Comment il nous met dans ce pétrin? Ahidjo cède le pouvoir à Biya. On croit qu'il l'a fait volontairement. Mais par la suite, il a à nouveau l'envie de reprendre le pouvoir. D'ailleurs, il voulait diriger à travers Biya le Cameroun. Oui. Le premier gouvernement de Paul Biya est fait à 70% par Amadou Ahidjo. Alors, le coup d'État de 84 a ramené Biya à se fermer, à s'enfermer. Oui. Et les vautours en ont profité. Aujourd'hui, tous les secteurs sont paralysés. On vole comme des souris. Et l'argent du pétrole avec. Oui. Aujourd'hui, l'argent du pétrole n'est pas thésaurisé suffisamment. D'ailleurs, pour quelques curieux, on va puiser ailleurs quelquefois dans les impôts pour soutenir les salaires. Mais le Cameroun n'était pas rendu à ce niveau. Pierre Blaireau, oui. Je reste avec vous et je voudrais qu'ensemble on fasse le parallèle de la question du pétrole sous les deux régimes. On sait, et vous l'avez dit, que cet argent avait été mis de côté par le président Amadou Ahidjo pour échapper aux yeux des bailleurs de fonds internationaux. Alors, comment, lorsque le président Ahidjo s'en va, comment est-ce que la question du pétrole est gérée par le nouveau régime? Non. Ils poursuivent dans la même lancée ou alors on essaye de mieux organiser? Non, je vous fais d'abord une précision. Allez-y. C'est le président Ahidjo qui construit la Sonara. Mais il est floué par ceux qui ont construit la Sonara. Parce que le président Ahidjo construit une raffinerie pour le pétrole camerounais. C'est à l'inauguration que le président Ahidjo apprend que ce qu'on lui a construit ne pourra pas raffiner son pétrole. Ah ben il faut le savoir. Donc Ahidjo a été floué. On a construit au rabais une raffinerie et on a été obligé, il faut dire que le Cameroun était obligé d'acheter le pétrole ailleurs, très souvent au Nigeria et ainsi de suite, qu'on venait raffiner. La question sage était, mais pourquoi avoir mis autant d'argent pour construire une raffinerie qui ne nous servait pas, qui ne nous servirait pas?
Cette tendance-là, dans le gouvernement de Biya, les gens se sont habitués à avoir des réseaux. La plupart de ceux qui gèrent le pétrole ne sont même pas des gens qui sont directement dans les structures officielles. C'est des gens qui ont créé des structures parallèles. Oui. C'est eux qui n'ont pas favorisé, parce qu'il a été question à un moment donné, des experts sont allés voir la situation de la Sonara et ont suggéré de upgrade la Sonara pour qu'elle soit capable de raffiner notre pétrole. Mais cela ne faisait pas les bonnes affaires de ceux qui tiraient les ficelles. Alors, donc, ils ont empêché ce système. Ils préfèrent le système qui consiste à acheter le pétrole, parce que dans cette transaction, avec des traders, voilà, ils ont beaucoup de plus-value. Et c'est pour cela qu'ils maintiennent ça. Avec la guerre du Nozo, vous savez que la Sonara en a pâti. Oui. Cela a favorisé, et depuis lors, ils ne font rien. Parce que s'il faut la remettre sur pied, il ne faut pas la remettre sur pied sous l'ancien modèle. Il faut la upgrade. Ils refusent évidemment de le faire. Donc, conséquence, l'argent même que le pétrole a gardé jusque-là a encore été dilapidé dans ce qu'on a dû appeler des projets structurants. Oui. Lesquels projets structurants eux-mêmes n'ont jamais démarré. Parce que ce sont des éléphants blancs. Vous pouvez voir au niveau du ministère des Finances, au niveau du ministère de l'économie. Lorsque l'économie ne marche pas dans un pays, vous voulez que qu'est-ce qui marche? Cet argent a été absorbé. Les gens ont toujours de grands mots. Et vous avez le document de stratégie pour la croissance et les deux SCE, ils ont toujours des mots. Et on fait mentir le chef de l'État. On lui a dit dernièrement qu'il avait donné beaucoup d'argent à la jeunesse. On crée toujours des concepts pour voler. Au Cameroun, la technique, comme on parle bien français, c'est qu'on crée un concept dans lequel on va fourrer beaucoup d'argent, mais on sait où cet argent va aboutir. Donc, ils ont vidé l'argent. Actuellement, le pétrole qui était supposé venir subventionner d'autres domaines est obligé d'être lui subventionné. Oui. Vous voyez la bêtise dans laquelle on s'est retrouvé. Je partage une part de l'analyse de Limbi Lobé. Le véhicule est un bien de luxe. Et ça ne fait pas partie des biens primaires. Ça veut dire que normalement, ce n'est même pas ce genre de problématique qu'on devait avoir. On ne subventionne pas quelqu'un pour qu'il roule en véhicule. Non, c'est un bien de luxe. Les économistes c'est un bien de luxe. Mais le côté pervers de ce bien de luxe, c'est que chez nous, les moyens de déplacement, les moyens de transport n'ayant pas été pris en charge comme il le devrait par l'État, le véhicule devient malencontreusement un bien de nécessité. C'est-à-dire, Elimbe Lobe, nous sommes à Yaoundé, vous êtes à Douala. Il n'y a pas une agence qui fasse le transport public au Cameroun. On n'en a pas. Les taxis sont de très mauvaise qualité. Ça veut dire que si vous voulez rester propre comme vous êtes là, vous êtes obligé d'essayer d'être soit dans un taxi court, soit dans un véhicule. Pas parce que vous êtes riche, parce que ça devient une nécessité. Donc, il y a tout un système qui dysfonctionne et qui donne donc l'impression. Les carburants ne sont pas le problème, mais la mauvaise organisation de l'économie fait que tous les secteurs en sont impactés. Merci Pierre Blériot-Niemek. Paul-Stéphane Menunga, la question du carburant au Cameroun fait abondamment réagir. Abel Elimbi Lobé sur le plateau nous a partagé une des premières conséquences avec cette augmentation des prix des transports dans certaines agences. Vous, est-ce que vous concevez qu'il y ait justement cette hausse-là et que jusqu'ici, les mesures promises par l'État ne soient pas encore opérationnelles? C'est vrai que beaucoup peinent véritablement à mettre du contenu dans cette annonce. Quelles sont les mesures d'accompagnement promises et qui seront implémentées dans les prochains jours? S'il y en aura, Paul-Stéphane Onunga. Non, vous allez d'abord remarquer qu'au Cameroun, on gouverne par embuscade. Ça veut dire qu'on décide et après on réfléchit. C'est comme ça qu'on gouverne au Cameroun. Je ne suis pas totalement d'accord avec la lecture du grand frère Elimbi Lobé, parce que ça ne tient pas compte de la réalité. Moi, j'aime parler du système politique parce que c'est ça qu'il faut changer. Si vous tenez compte du système politique, l'État doit subventionner le carburant au Cameroun. Parce que ça n'impacte pas seulement les 5 millions ou les 4 millions de personnes qui sont privilégiées. Et c'est là où je suis d'accord avec Pierre Blériot, parce que dans notre système économique, justement, par exemple, à Yaoundé, la société de bus ne fonctionne pas. Ça veut dire que vous êtes obligé de prendre un transport. Ça veut dire que si on a augmenté le carburant, le chauffeur va augmenter son transport.
et vous, votre rémunération n'a pas augmenté. Et celui qui va aller acheter la marchandise au marché central pour venir revendre à Simbok, là où je suis, du fait du coût du transport, va vendre le litre d'huile encore plus cher parce qu'il a déboursé plus en allant acheter sa marchandise. Ça veut dire qu'en fait, pour que l'État ne subventionne pas, je suis pour qu'on ne subventionne pas, il faudrait qu'on repense tout le système politique. À l'envers, on doit mettre tout à l'envers. Il faut le ramener à l'endroit. Il faut le ramener à l'endroit pour que l'État décide de ne plus subventionner le carburant. Parce que si on reste dans le même système et que l'État décide de ne pas subventionner le carburant, j'ai envie de dire que c'est demander aux Camerounais de se suicider à l'état actuel des choses. Donc il faudrait d'abord que l'État s'asseye et revoie tout son système politique et après décide de ne plus subventionner. Parce que quand vous prenez même les mesurettes qui sont annoncées, parce que ce ne sont pas les mesures, on vous parle de 5% par exemple, en ce qui concerne l'augmentation des salaires. Ça veut dire que des fonctionnaires, faut préciser. Ça concerne le salaire de base. Vous pouvez avoir un salaire de 250 000 francs et avoir un salaire de base de 100 000 francs. Ça veut dire qu'on a augmenté 5 000 francs dans votre salaire. Quand on vous parle du SMIC, ça veut dire que quoi techniquement, quand vous prenez la structure d'emploi d'une entreprise, si on revoit le SMIC, s'il passe de 41 000 à 60 000, ça veut dire qu'en entreprise, on va revoir les salaires de ceux qui n'ont pas 60 000. On va les amener à 60 000. Ça veut dire que celui qui a 150 000 reste avec ses 150 000. Vous comprenez? Donc il faudrait revoir tout le système. Ça veut dire que quoi? Même la classification nationale type du Cameroun, en termes d'emploi, il faut revoir. Les classifications catégorielles et des salaires, il faut revoir. Pour qu'on redéfinisse les salaires et des fonctionnaires, et de ceux qui dépassent le SMIC, et des pensionnaires, et des retraités, et j'en passe. À partir de là, donc, on pourrait décider de ne plus subventionner le carburant. Et même, je ne suis même pas d'accord avec les prix qu'on nous propose. Parce que j'ai lu la structure des prix de mars 2023. La structure des prix de septembre 2023. Où on vous dit que le carburant à l'international, le baril, tournait autour de 295 francs. 277, 295 francs. Mais c'est la panoplie des taxes. Quand vous lisez cette structure de prix, mais vous pouvez tomber malade. C'est la panoplie des taxes qui font en sorte qu'on se retrouve avec le carburant à la pompe à 720 francs. Parce que, et il a évoqué, les traders, ils ont 16 francs de bénéfices. Où il y a parfois des visages camerounais, il faut le préciser aussi. C'est pour ça qu'ils refusent justement qu'on raffine notre pétrole. Imaginez-vous un trader qui a 16 francs de bénéfices par litre. Imaginez-vous, vous dites, quand vous dites qu'il y a des visas où il y a parfois, non. Toute structure qui ne fonctionne pas au Cameroun est dirigée en back-office par des Camerounais. Vous faites bien de dire back-office. Non, parce que les Camerounais sont souvent allés prendre quelques Blancs ou Marocains, ou Arabes et autres. Ils les ont amenés ici, on les a habillés à Simaline, on leur a donné des tennis dans plusieurs domaines. Ils ont créé des sociétés factices dont les Camerounais étaient les vrais récipiendaires. Donc, je dis donc, imaginez-vous un trader qui a 16 francs par litre de carburant. Imaginez-vous qu'il écoule 100 millions de litres de carburant. Vous pensez que ce dernier va accepter que votre Sonara puisse raffiner votre pétrole? Je ne pense pas. Donc, je pense ici aujourd'hui qu'on est dans une situation où il faudrait qu'on se pose les vraies questions et qu'on soit sérieux dans les questions qu'on se pose. Parce qu'à la fin, j'ai l'habitude de le dire, le Cameroun nous appartient tous. Et contrairement à ce que les gens pensent, on a juste délégué, parce que c'est l'image que j'utilise souvent. Le Cameroun a une entreprise publique qui appartient à tous les Camerounais. Et les Camerounais ont choisi ceux qui doivent gérer l'entreprise publique. S'ils sont incapables de gérer l'entreprise publique, vraiment qu'ils passent de témoin à des gens qui vont prendre des décisions qui correspondent à ce qu'on attend. Et je sors en disant que, vous avez bien fait de poser cette question à Pierre Blériot, et il a apporté des bonnes réponses. Et les questions qu'il faudrait qu'on se pose, c'est qui gère l'argent du pétrole au Cameroun? Parce que dans les taxes que j'ai évoquées, il y a une taxe qui est affectée à la construction, je pourrais dire, des Sonara. Dans les taxes du pétrole au Cameroun, il y a un argent, c'est un peu comme le péage routier. Mais la Sonara n'est toujours pas réhabilitée depuis 2019. Je dis donc, dans les taxes qui existent au Cameroun, il y a une taxe qui consiste à multiplier les Sonara, qui va à hauteur de 400 milliards par an. Qu'est-ce qu'on fait de ces 400 milliards chaque année pour que la Sonara soit détruite et on soit incapable de la réhabiliter ou même de construire une autre Sonara? Vous comprenez donc que le problème, il est ailleurs. Et je sors en disant que il ne faut pas se le cacher.
le Cameroun en Afrique centrale a les plus bêtes accords secrets qui existent. Ça, il faut dire la vérité. Donc, ce sont les accords les plus idiots. Parce que le problème du pétrole, c'est un problème d'accord. Le pétrole camerounais n'est même pas géré par le Cameroun. Merci Paul Stéphane Mununga. Abel Limbilobe, on va sortir de la question. Mais moi, je vais vous poser celle rhétorique qui interpelle tous les Camerounais. Comment est-ce qu'on fait pour atténuer l'impact de cette augmentation, alors que vous-même, vous précisez que le transport a augmenté, tout de suite c'est la Bayam Salam qui va augmenter, la banane qui est vendue au marché. Comment est-ce qu'on fait au-delà des mesures ou mesurettes? Ça dépend, préconisé et dicté par le gouvernement. Les lois de l'économie sont anciennes et elles s'imposent. Elles sont apparues comme des règles qui sont assez pertinentes. Si vous voulez juguler l'inflation dans beaucoup de pays et dans beaucoup de secteurs, il faut augmenter la production. Tout le monde sait ça. Si vous avez une demande et que vous avez une production qui est faible par rapport à cette demande, et que vous vous retrouvez pour satisfaire la demande à importer, vous-même vous êtes déjà dans un circuit inflationniste. Si nous importons du sucre, par exemple, vous vous mettez dans une situation telle que il suffit que le bateau soit malade, et pour n'importe quelle raison, ça va au commerçant qui est chargé d'importer ce sucre pour venir le distribuer ici, et l'allongement de la chaîne d'intervenants. Oui. Parce que quand vous avez un produit qui, pour partir du producteur au consommateur, il y a plusieurs intervenants là-dedans, forcément, vous êtes dans un schéma inflationniste. C'est-à-dire que vous ne maîtriserez pas les prix et ils augmenteront au gré des intervenants. Vous voyez, le pêcheur qui prend le poisson à Kribi, c'est pas lui qui vous vend le poisson. Il vend son poisson à quelqu'un d'autre qui ne pêche pas. Qui lui va vous parler des prix de transport, il va vous parler des impôts, il va vous parler de tout ça. Puis son commerçant qui achète le poisson dans la pirogue, il n'a même pas au marché. Il le revend à des personnes. Et puis ces personnes-là vont revendre. Finalement, quand vous mangez le poisson à la maison, celui qui vous l'a vendu, c'est un quatrième ou un cinquième intervenant. Oui. Et chacun de ces intervenants-là, légitimement, doit gagner. Mais comme chacun de ces intervenants est véreux, il va se saisir de toutes sortes de critères, d'arguments pour augmenter ses prix. Donc, je reviens sur le problème fondamental. Premièrement, pour démontrer que cette relation très univoque, simpliste, que les gens font entre le carburant, qui n'est qu'une variante de l'énergie, c'est une petite variante de l'énergie. Mais c'est la variante la plus usitée. Non, c'est comme ça qu'on présente les choses. Ce n'est pas vrai. On veut l'avoir comme ça. C'est comme ça, ce n'est pas vrai. C'est ça justement mon débat, c'est ça ma position politique. Oui. C'est que le carburant n'est pas une variante stratégique du développement économique. C'est ça que je suis en train de dire. Et je comprends votre étonnement et celui de ceux qui nous regardent que je ne vois pas. Il faudrait quand même préciser que c'est une variante stratégique sur le plan social. Non, je vous montre très bien. Je vous ai dit que le carburant, l'essence ou le gazoil qu'on met dans les moteurs diesel qui circulent ici, c'est simple, à peu près 5 millions de personnes qui en profitent. Les autres, tous les paysans sont impactés au minimum. Au minimum. Ils vivent au quotidien, ce n'est pas avec l'essence. La preuve, c'est que dans les différents types de produits pétroliers, on s'arrange pour que le pétrole lampant reste le plus moins cher. Vous voyez très bien ça, non? Parce que c'est lui, le pétrole lampant, qui est utilisé dans les villages pour cuisiner. Le pétrole lampant, on a intérêt à l'utiliser pour qu'on n'ait pas la déforestation. Qu'est-ce qu'on fait pour atténuer l'impact à Bélélie? Je vous ai dit dès le début, je vous croyais avoir déjà répondu.
si vous voulez impacter, Atténuer l'impact. oui, atténuer l'impact factice d'ailleurs, c'est factice d'ailleurs, parce qu'on peut même atténuer ça en faisant un simple contrôle de prix. Par exemple, tous ces transporteurs qui sont en train de passer à 1000 francs, il suffit qu'on contrôle là-bas pour leur dire, vous êtes passé de 7000 à 8000, pourquoi? Ils vont tous revenir en arrière. Merci. Il n'y a aucune raison logique que parce que tu achètes 100 ou 110 francs plus cher ton litre de carburant, si tu calcules combien de francs supporte la place que j'occupe dans ton litre de carburant, tu verras que le fait d'acheter ce litre de carburant 110 francs plus cher, si tu avais à me répercuter, ça c'est 50 francs que tu me répercutes. Non, dans le cas même des voyages VIP, on n'aurait jamais dû augmenter quoi que ce soit. Bon, je prends même maintenant même les voyages classiques, même le taxi. Je prends même le taxi. Qui n'est pas... Parce que vous faites du taxi, vous dites que le taxi, c'est parce que vous êtes Uber. C'est parce qu'il n'y a pas de taxi à Dibombari. Il n'y a pas de taxi à Ngambé. Il n'y a pas de taxi à Macaque. Il n'y a pas de taxi. Il y a 360 arrondissements au Cameroun. Yaoundé en a 7. Douala a 6. Ce sont les principaux arrondissements où il y a les... Merci, Abel. Mais vous faites du prix du carburant une histoire comme si c'est à Mombo, les gens vivaient avec le taxi. Merci. Non. Merci. Or, refuser de soutenir la production agricole, refuser de soutenir l'éducation à Mombo, dans la KDI, dans le Bounabunda et Boko, dans toutes ces parties, refuser de construire des lycées et des collèges viables pour que les gens là-bas acquièrent le savoir qui va leur permettre de faire face à tout ce que vous évoquez après, c'est ça qui est la faute politique grave. Or, l'argent qui devait servir à ça a servi à, et je vous entends tous dire cela, entretenir le train de vie de l'État. Je termine en disant que on peut parfaitement subventionner le carburant des secteurs stratégiques en ayant une SOTUC qui est tombée, qu'on n'a jamais pu reconstruire, justement parce que ceux qui décident veulent que ça leur profite. Parce que la SOTUC construite pour fonctionner à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Garoua, etc., dans les grandes villes, elle peut avoir ses soutes. Et dans ces soutes-là, on met donc du carburant subventionné. Merci. Et ça profite à des milliers de personnes. Merci pour la proposition. Or, le taxi n'est pas un corollaire du service public. Merci. Je tiens à le dire. Merci pour la proposition. Quand quelqu'un va au marché, il achète sa voiture. Il dit, je vais la mettre pour transporter les gens. C'est un homme d'affaires. Il est en train de faire du business. Il n'est pas en train de faire œuvre de service public. Merci Abel Elimilebe pour vos propositions. Professeur Bokani, en une minute, comment est-ce qu'on sort de l'opacité du carburant ou alors du produit pétrolier au Cameroun? Proposition. Comment est-ce qu'on ramène un peu de clarté dans ce flou que vous-même vous avez dénoncé sur ce plateau? On ne sort pas. Tout simplement, vous me demandez de vous dire comment on enlève le président Biya. C'est de ça qu'il s'agit? On ne sort pas. Non, on ne sort pas. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir un système qui a 61 ans d'âge, qui fonctionne avec des gens qui ont 41 ans de pouvoir, qui ont des modules, des modus operandi, de façon... C'est systémique. C'est-à-dire, ce n'est pas à 91 ans qu'on fait la révolution. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, les Camerounais doivent comprendre que si, comme le disait mon copanéliste, leur pays leur appartient, ils doivent comprendre que c'est à eux d'en faire quelque chose. C'est-à-dire, s'ils ont décidé que c'est par leurs institutions qu'ils vont pouvoir faire marcher ce pays, ils doivent animer ces institutions-là. Ils doivent faire vivre de façon décente et honorable leurs différentes formations politiques. Ils doivent s'enregistrer à l'intérieur des systèmes électoraux. Oui. Ils doivent voter des dirigeants capables avec des programmes cohérents et le reste sera un effet d'entraînement. Merci professeur. Diable Rognemek, comment est-ce qu'on met un peu de clarté dans une affaire floue comme celle du pétrole au Cameroun? Non, Stéphane Barga,
c'est votre rôle que de poser des questions, mais comme le professeur Bokanye, je serais désolé de vous dire que vous posez une bonne question à la mauvaise personne. Vous ne pouvez pas trouver que quelqu'un a fini de gâter son mariage et il vous demande comment il fait pour le réparer. On ne peut pas prendre ce serpent par un bout. Il y a tout un... Vous avez vu, Elie Bilobé tente de montrer comment on peut sauver un secteur. Mais c'est l'économie qui dysfonctionne elle-même. Toute l'économie camerounaise dysfonctionne. Les secteurs qu'on a choisi, dans lesquels on a choisi d'investir étaient de mauvais secteurs. Je vous prends un seul exemple. Comment un pays sérieux peut avoir les 4 dernières années mis 1000 milliards dans le football? C'était pour en faire quoi? Donc les Camerounais, quand je les regarde, j'ai pas pitié d'eux. Et ils ont tous applaudi. Ils ont applaudi ça. Comment on peut mettre 1000 milliards pour construire des stades, pour organiser Bon, attendez, ces stades nous servent à quoi lorsque la CAN est partie? On a vu des mariages organisés là-bas. Non, oui. Soyons sérieux. Ça rapporte quoi à qui? Non, mais c'est des choix. Vous voyez, Stéphane Barga, lorsque je ramène ça à un niveau personnel, oui. Vous dites à votre épouse que vous avez eu 1 million de francs. Vous lui dites, je voudrais que nous fassions une sortie, que nous allions en boîte de nuit et autres. Elle vous voit acheter des ruinards et autres à 200 000. Le lendemain, elle vous dit qu'elle a besoin d'argent pour aller au marché. Vous lui répondez que non, cet argent-là, c'est ça qu'on utilisait en boîte là. Il n'y avait pas un autre argent. Donc, c'est ce que nous méritons. Nous avons accompagné ce genre de choses. Et vous verrez que... Parfois réclamer. Mais il y a 2 ans, il n'était pas possible de faire, vous, Stéphane Baga, vous n'aurez pas pu faire une émission ici sur le bien fondé de l'organisation de la CAN. Tout le monde allait vous tirer dessus. Alors, et donc, Stéphane Barga, hier, puisque nous allons arriver au discours du chef de l'État, oui, le chef de l'État a dit qu'il sait à quel point le football nous tient à cœur. Vous avez suivi le discours? Tout à fait. Mais pourquoi le football doit nous tenir à cœur? Mais c'est une réalité sociale. Voilà donc un peuple qui aime les amusements. C'est-à-dire que le football nous tient à cœur au point qu'on puisse prendre 1/6 de notre budget et l'envoyer dans les affaires de football. Et vous savez, c'est comme ces gens sont des voleurs patentés, ils aiment donc ces choses de distraction. C'est pour ça que vous avez les stades les plus chers de la planète Mars, puisque vous êtes, selon votre chef d'État, un continent. Merci Pierre Biolo. Paul Stéphane, comment est-ce qu'on sort de cette inflation qui commence à être justement visible, conséquence de l'augmentation? Comment est-ce qu'on peut la canaliser, la stabiliser pour que l'implosion sociale tant redoutée par les gouvernants et même le peuple ne puisse pas arriver? Non, moi, je ne serais pas long. Pour canaliser cette inflation, il faut simplement changer le système politique. Le système politique actuel est arrivé à expiration. Et ceux qui sont à la tête de ce système ne pourront pas faire en 2 ans ce qu'ils n'ont pas pu faire en 41 ans ou en 61 ans. C'est simplement ce qu'il faut comprendre. Quand une femme a fané, elle a fané. Et je le dis chaque jour. Même un homme. Exactement. Quand vous avez fané, vous avez fané. C'est ce que les Camerounais doivent comprendre. Aucune solution intéressante. La Bible dit on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Merci, monsieur. Sinon les outres vont se briser. N'attendons aucune solution, comment dire, confortable par rapport à cette inflation que nous vivons. Nous devons juste prendre nos responsabilités. Puisque nous sommes dans une république, on connaît comment on prend ses responsabilités dans une république. C'est simplement ce que moi je peux dire à ceux qui nous écoutent. Merci Paul Stéphane Menunga. Nous allons essayer en 2 minutes de restituer les quelques contributions déjà parvenues sur nos différentes plateformes. Prenons celle-ci, elle dit bonjour Stéphane et bravo pour la perspicacité. Finalement, il n'y a que Menunga qui navigue où il faut. Vous connaissez une ligne dans le budget du Cameroun concernant la subvention. Ça n'existe pas. Ces messieurs appellent subvention le fait qu'ils se disent qu'ils ne font payer moins de taxes qu'il faudrait. Le comble est que lorsque nous payons, ça va dans des poches, les plafonds, les paradis fiscaux. Lorsqu'on connaît le ministre Swahidjo et la vie sobre qui était la leur,
On sait que c'est Biya qui a favorisé la grande corruption. Voici un pays où les citoyens vivent avec le budget des années 80 et des prix parfois multipliés par 4, voire par 10. Les adeptes des villes mortes des années 90 devraient développer un système pour immobiliser le pays afin que ce carburant revienne à 500 francs. Voici un pays où en un an, on a augmenté, alors vous n'allez pas appeler s'il vous plaît, sinon ça ne va pas être possible, où on a augmenté les timbres ont flambé, certains services ont vu leur prix augmenter. Si seulement on va le développement suivre, mais que nenni, c'est Ndobo de Ferrara qui contribue à ce qui est dit sur ce plateau. Bonjour à vous, monsieur Stéphane, et à votre aimable panel. Si je ne connaissais pas la véhémence accrue de Sir Blérognemek, j'aurais d'ores et déjà pensé que le questionnaire fut taillé sur mesure pour ce dernier. Très belle émission, Landry Manga depuis Jouvence. Merci à vous d'avoir réagi. Bonjour mon bien-aimé Stéphane, pourquoi M. Biya ne se résout à diminuer le train de vie de l'État? Il faut avoir un sacré talent pour accuser Ahidjo alors qu'il a quitté le pouvoir il y a 42 ans. Pourquoi M. Biya n'a-t-il pas construit une nouvelle raffinerie en 42 ans? La cause racine de la médiocrité, la bérésina, de la misère, c'est le pouvoir régnant au Cameroun. Bonjour à vous. J'ai peur que M. Abel Elie Lobe n'ait pas totalement mesuré l'ampleur des dégâts de l'augmentation du prix du carburant sur l'économie et même dans le quotidien du bas peuple qui, selon lui, n'en a rien à faire du carburant. Merci à vous, Stéphane Bellinga. On prend deux dernières contributions avant que nous n'allions sur la thématique consacrée justement au décryptage du discours du chef de l'État. Que dit-elle celle-ci? Bonjour Stéphane, ainsi qu'à ton panel. Bonne émission de ce dimanche. Tonton Blériot, je crois beaucoup en toi. Reste ainsi, ne change pas, parce que sinon ton cas sera pire que celui du ministre qui avait chanté là. C'est Vladimir depuis Douala qui réagit, et Pierre Blériot. Propose d'être ministre. Bonjour le plateau. À titre de comparaison, la Côte d'Ivoire a dépensé en tout et pour tout 550 milliards de francs CFA pour l'organisation de sa canne. Stade, autoroute, hôpitaux compris. C'est Achille de Douala qui a réagi. Alors, prenons celle-ci. Bon dimanche, le panel. Paul Stéphane, c'est la crème de la crème. Il devrait participer à Espace Miné. Merci pour la proposition. Bonjour à vous, le plateau de libre expression. Le spécialiste en sciences politiques sur le plateau a totalement raison. En ce qui concerne la gestion du pétrole au Cameroun, s'agissant de l'exploitation Perenco, se fait la part belle des contrats pétroliers tout en faussant les données de production. On va présenter à la SNH qui laisse couler soit par incompétence des employés, ce que je refuse de croire, soit par corruption des décideurs. J'aimerais vous dire que lorsque les données de production, pression, réservoir, température, profondeur du réservoir, même les techniques de production sont faussées, la qualité produite déclarée ne peut être que fausse. Et le code pétrolier camerounais est complice du fait que le pétrole soit géré par les étrangers. Concernant le trading, c'est une autre arnaque à ciel ouvert. On poursuit avec les contributions de ce jour. Bonjour à vous sur le plateau. Belle émission. Un bonjour à tous vos invités. J'aimerais juste demander aux meilleurs consultants de tout temps et de tous les temps de continuer à nous édifier comme il le fait si bien en nous écrivant un livre. Son degré d'analyse est totalement impeccable. Et merci au PDG. Pierre Blériot, les félicitations sont à vous et même au PDG. Bonjour, concernant l'augmentation de salaire, le gouvernement n'a jamais pensé aux retraités. N'en ont-ils pas droit? C'est une... Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Il faut la révalorisation des pensions ils sont soumis à qui n'ont d'ailleurs jamais été révalorisées. Il y a les fonctionnaires qui ont 14 000 au Cameroun. Non, il faut vraiment... Il faut revaloriser les pensions. Alors, on poursuit avec une ou deux dernières contributions. Bonsoir Stéphane, bravo pour la modération. Bonne émission à tous. Merci, cher monsieur. Bonjour Info TV, bon dimanche à tout le plateau. J'invite Blériot Nyemek et Limbi Lobe d'aller regarder l'interview du capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Il a dit dans cette interview que rien
qu'en s'attaquant aux rétrocommissions instaurées par l'ancien système, il a pu récupérer une ardoise de près de 500 milliards de francs CFA. En s'attaquant à la corruption et en diminuant le train de vie de l'État, il a pu récupérer une ardoise de 5 000 milliards. Et ceci en moins d'un an, le Burkina Faso est en train de construire sa raffinerie d'or et de mines. Mon grand frère Blériot, je ne suis pas d'accord quand tu dis que tout a commencé sur Ahidjo. En le disant, tu es en train de confirmer qu'en 40 ans, le RDPC n'a pas pu résoudre un problème que Ibrahim Traoré a pu résoudre en un an, ou bien que le général Brice Clotaire Oleningema a pu résoudre en 4 mois, au point où on a nommé Monsieur 4 mois. Ici en Algérie, on a créé un système de transport électrique par tramway et par métro, et cela a pu résoudre plusieurs problèmes de carburant, et les recettes de cette tramway et transport électrique renforcent le secteur énergétique. En Norvège, l'État a divisé en 3 le nombre de ministres, et les ministres vont au travail à vélo ou en empruntant le métro, et ça leur permet d'économiser un tiers de leur budget. Pourquoi ne pas instaurer ce système au Cameroun où nos ministres doivent aller au travail à vélo? Non seulement ça pourra nous permettre d'économiser, mais aussi ça pourra les rendre moins obèses et leur permettre de faire du sport. Merci à vous. Monsieur Stéphane Barga, Oui, je suis là pour un but pédagogique. Ce téléspectateur dit des choses très intéressantes, mais il s'en mêle les pédales. Je vous ai dit qu'il faut voir le tournant du coup d'État de 84 qui a modifié beaucoup de choses. Et je le redis. Et tout, d'ailleurs, c'est toujours le gouvernement Ahidjo qui est là. 70% de ceux qui travaillent avec Biya travaillent avec Ahidjo. C'est toujours Ahidjo qui est là. C'est toujours lui là. Bello Bouba était là. Peter Issa Thiro, tout le monde, Niak était là. C'est Niak qui gérait la Sonal. Tous ces mêmes personnes étaient là. C'est 300 personnes au plus qui tournent depuis Ahidjo. Quelques-unes sont mortes. C'est la mort qui a libéré certaines places. Donc, le coup d'État, les 2 coups d'État, l'un manquait en 83, lors de la sortie de la première promotion de l'EMIA, et le coup d'État de 84 ont rabougri l'énergie de Biya. Ce n'est pas pour justifier. On verra donc qu'il aura mis plus de temps à se sécuriser qu'à travailler. Et je dis qu'Ahidjo y a contribué. Si on veut que ce pays marche bien, il faut restituer la vérité. Et les ministres volaient beaucoup à l'époque d'Ahidjo. Mais ils étaient distraits. Je voulais que je commence à vous citer des noms des ministres milliardaires, même dans Sanaga Maritime, qui ont commencé à sortir les milliards après Ahidjo. C'est un monsieur de la Sanaga Maritime qui était ministre des Finances. Chaque fois qu'Ahidjo l'envoyait garder l'argent d'Ahidjo, il gardait aussi sa part. Merci Pierre Blériot. On poursuit avec les contributions rapidement. Bonjour, monsieur Elimbi Lobé, pourrait-il nous édifier sur l'incidence de la lettre circulaire MINCAF du 9 février instituant le certificat de possession des droits fonciers coutumiers administrativement reconnus et sont bien fondés sur la préservation du patrimoine foncier des populations autochtones, certainement en d'autres occasions. Voilà, c'est une bonne avancée, mais il y a des choses à améliorer là-dedans, mais une autre émission. Une autre émission, très certainement. Bonjour à vous sur le plateau. Je ne suis pas d'avis avec les propos de monsieur Elimbi qui pense que l'augmentation du pétrole est un épiphénomène et n'est pas ressenti par le bas peuple. Ici, à l'extrême nord, le même jour que le carburant a été augmenté, la mayonnaise est passée de 1800 à 2500. Le carburateur de la moto est passé de 4500 à 5000. Et j'en passe. À quel moment on considère que cette augmentation touche les populations rurales? Quand elles seront toutes décédées? C'est la question. C'est Dimitri qui écrit depuis Mora. Qu'on te vend aujourd'hui à 1500 qui était en stock depuis. Son prix avait déjà été structuré. Si le commerçant augmente, c'est parce qu'il est véreux, pas parce qu'on a augmenté le prix du carburant. Merci. Vous trouverez une autre raison. Les fêtes de fin d'année pour augmenter. Tout augmente à la fin de l'année. Et c'est le carburant qui augmente souvent. Merci Abel Elimbi Lobé. On va, avec le concours de la réalisation, prendre une brève transition pour revenir tout de suite après, épiloguer sur le discours du chef de l'État à l'endroit de sa jeunesse, de la jeunesse du Cameroun. A tout de suite.